Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Le temps de nous remettre au début de cette revue de la presse israélienne et une revue de la presse que nous allons débuter. Justement, nous en parlions tout à l'heure et nous allons en parler à la fin de cette heure d'actualité avec le président de la communauté juive d'Espagne. Nous allons parler de cette visite du président de l'État Reuven Rivlin en Espagne, visite officielle, et la presse et les médias israéliens se font largement l'écho du dîner de gala qui s'est tenu hier au sein du Palais Royal de Madrid en l'honneur du président de l'État d'Israël Reuven Rivlin, un dîner donné par le roi Philippe et la reine d'Espagne Laetitia. Au cours de ce dîner, le président a rompu avec la prudence du ministère israélien des Affaires étrangères à propos de la confrontation entre Madrid et Barcelone. Il a déclaré, Reuven Rivlin, s'adressant au roi, « L'Espagne est pour nous un pays uni et vous êtes le symbole de cette unité. Tous les citoyens espagnols nous sont chers et nous prions pour que la crise actuelle soit résolue dans la paix », a dit le président israélien. Il faut savoir qu'il s'agit là d'une position, il faudra voir maintenant s'il s'agit là effectivement d'une position officielle du gouvernement israélien ou bien d'une déclaration du personnel du président de l'État Reuven Rivlin qui n'aurait pas été faite donc en coordination avec Binyamin Netanyahou qui, rappelons-le, est le chef de la diplomatie israélienne. On devrait le savoir dans les prochains jours, mais il est possible effectivement que le Premier ministre ait profité donc de la visite du président de l'État d'Israël pour prendre position donc plus officiellement en faveur donc d'une Espagne qui reste unifiée, non pas en faveur de l'indépendance de la Catalogne. Au cours de ce dîner, il a été question du renforcement des relations économiques et diplomatiques et commerciales entre l'Espagne et Israël. Le roi Philippe a surpris en souhaitant en hébreu au président et à son épouse Nechama Bruchim Habayim, soyez les bienvenus. Nous reconnaissons le droit légitime d'Israël à vivre en paix et en sécurité avec ses voisins, a encore dit le roi avant de porter un toast à l'amitié entre les deux pays. Le roi a également vanté les mérites de l'âge d'or du judaïsme séfarade et il a dit de manière émouvante combien il avait langui cette relation qui existait entre l'Espagne et le peuple juif, ce peuple juif qui est notre ami, a dit le souverain espagnol. Le site Ynet publie dans sa page d'ouverture et en évidence les mises en garde du roi Salman d'Arabie Saoudite contre le Hezbollah, en tout cas du roi et de ses principaux conseillers et ministres. Si le mouvement chiite ne cesse pas ses actions, nous nous comporterons envers le Liban comme s'il voulait nous déclarer la guerre, a déclaré un ministre qui a accusé le Hezbollah d'avoir, je cite, kidnappé le Liban avec le soutien de Téhéran. Le Haaretz revient dans son analyse sur la chasse aux sorcières qui est en train de mener en Arabie Saoudite le prince héritier Mohammed ibn Salman. Rappelons qu'il y a quelques jours, le prince héritier a fait arrêter une quinzaine de très hautes personnalités du royaume wahhabite, dont une dizaine de princes qui ont du sang royal, ainsi que des milliardaires. Ils sont soupçonnés de corruption et d'atteinte aux biens de la nation. Mais le Haaretz explique que le prince héritier ne s'est pas soudain ressenti comme le défenseur de l'ordre et de la morale en Arabie Saoudite, mais que derrière ces arrestations, il y a une vaste manœuvre politique visant à lui permettre, le moment venu et probablement le plus tôt possible, de succéder à son père, le roi Salman. De facto, Mohammed ibn Salman a besoin de ce nettoyage, entre guillemets, pour empêcher toute contestation possible et imposer au plus vite et de manière la plus forte possible son futur pouvoir. C'est une sorte d'aboutissement d'une manœuvre entamée à Riyad après le couronnement de Salman en 2015, explique ce matin le Haaretz dans un éditorial. L'affaire des sous-marins, nous en parlions en début d'heure d'actualité après que l'avocat et proche de Binyamin Netanyahou, David Shimon, ait été hier à nouveau interrogé pendant de longues heures par les enquêteurs de la police. Ceux-ci ont confirmé pour la première fois, l'ont confronté pour la première fois avec le témoin à charge Miki Ganor. Tous les sites d'information et les journaux l'annoncent, mais le Yediot Aharonot est le premier ce matin à révéler que le second suspect dont l'identité avait été tenue secrète n'est autre, si vous ne l'avez pas compris, que l'avocat Yitzhak Molcho, l'éminence grise du Premier ministre,
ministre, son homme de confiance dans de nombreuses missions politiques et diplomatiques. Désormais, Molcho est lui aussi suspect dans l'affaire des sous-marins et lui aussi a été confronté hier à Miki Ganor. Avant même que le nom de Molcho soit autorisé à la publication, le Haaretz lui s'est penché sur la personnalité d'Yitzhak Molcho. Selon l'analyse du journal de la gauche israélienne ou l'extrême gauche israélienne, l'implication de Molcho serait de nature à affecter considérablement l'argumentaire de l'entourage de Binyamin Netanyahou, selon lequel le Premier ministre n'est pas du tout impliqué dans ce dossier des sous-marins allemands. Les médias soulignent également que l'annonce il y a quelques semaines par Yitzhak Molcho de sa démission de la présidence du Conseil, en tout cas du poste de conseiller spécial du Premier ministre, et de son intention de revenir à son cabinet d'avocats était en fait mue par sa volonté de s'éloigner des enquêteurs dans l'affaire des sous-marins. Quant à Shimon Shifer dans le Yediot Aharonot, il écrit ce matin: il faut voir comment le cabinet d'avocats de David Shimron et de Yitzhak Molcho a pris de l'ampleur au cours de ces années où ils ont été les confidents et conseillers spéciaux de Binyamin Netanyahou pour comprendre leur véritable puissance, dixit donc Shimon Shifer dans un éditorial dans le Yediot Aharonot de ce matin. Amit Segal, le correspondant politique des Hadashot, des informations des chaînes 12 et 13, anciennement la seconde chaîne de télévision, a fait hier une révélation qui pourrait coûter cher au parti orthodoxe séfarade Shas. Selon Amit Segal, Amit Segal a en fait révélé la teneur d'une conversation téléphonique plutôt surprenante entre Aryeh Deri, le ministre de l'Intérieur et leader du parti Shas, et le fils du rabbin président du Conseil des sages de la Torah du Shas, le Rav Yaakov Cohen, qui est le fils donc du Chacham Shalom Cohen. Dans cette conversation, on entend Aryeh Deri s'exprimer de manière très méprisante envers le Rav Shlomo Moshe Amar, ancien grand rabbin d'Israël et actuel grand rabbin de Jérusalem. Amar, dit Aryeh Deri sans mentionner son titre de rabbin, Amar a besoin de diriger, de contrôler, il a besoin de cette force, c'est dans l'absolu le plus habilité à être le prochain patron de Shas, mais pourquoi nous lui donnerions un tel pouvoir? Je sais qu'il est populaire, mais qu'il nous serait d'une aide précieuse, mais je sais également que si je le fais entrer, le même jour, j'ai sonné le glas du Shas authentique, affirme Aryeh Deri, qui méprise également l'autorité spirituelle du Rav Amar. Il n'a pas d'élèves, il n'a pas de disciples. Donnez-moi un seul nom de ses élèves, a déclaré en parlant donc du Rav Shlomo Amar. Réagissant à la diffusion d'un extrait de cet enregistrement, Aryeh Deri a affirmé qu'il s'agissait là d'une tentative supplémentaire de lui porter atteinte. Dans cet entretien téléphonique, Aryeh Deri s'en prend également au député Yaakov Mergui qu'il accuse de pactiser contre lui. Et il faut savoir que ces révélations donc de Amit Segal des Hadashot, donc des chaînes 12 et 13, ces révélations interviennent dans une période de crise aiguë à la direction du parti Shas. En effet, le parti séfarade est en train de perdre sensiblement de sa popularité. Il ne passe plus dans les sondages le seuil d'éligibilité. Parallèlement, Aryeh Deri est au cœur d'une enquête de la police sur des soupçons de malversation le concernant. Et il y a eu au cours des derniers mois un rapprochement entre le leader spirituel du Shas, donc le Rav Shalom Cohen, et justement le Rav Shlomo Moshe Amar, ce qui apparemment a donc fait bouillir Aryeh Deri de colère et probablement provoqué la conversation qu'il a eue avec le fils du Rav Cohen. Donc affaire à suivre du rififi au sein ou à la direction du parti Shas. Le site NRG révèle que pour la première fois de son histoire, l'armée de l'air israélienne va compter une femme à un poste très élevé au sens propre et au sens figuré du terme, de vice-commandante d'une escadrille d'avions de chasse. Elle a le grade de capitaine. Elle devrait commander en second l'escadrille 106 qui est stationnée dans la base de Tel Nof au centre du pays. C'est le commandant en chef de l'armée de l'air qui a annoncé cette nomination hier et l'a qualifiée d'historique. C'est une information que l'on peut lire dans le site NRG ce matin. Une annonce faite alors que la capitaine Yud, c'est son acrostiche, l'acrostiche de son prénom en hébreu, était elle-même en vol de reconnaissance hier, ou en vol même d'entraînement. Ran Reznik, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur journaliste israélien dans le domaine de la santé publique, révèle ce matin en page d'ouverture du site Énergie et en manchette du Israël Hayom que pour des motifs purement budgétaires, eh bien, les caisses d'assurance de maladie, les Coupotrolim, ne fournissent pas aux patients malades certains services qui sont coûteux, comme par exemple le MRI. Cela a parfois des conséquences dramatiques, comme dans le cas de cette patiente qui a déposé un recours contre la caisse de maladie de Maccabi parce qu'elle est devenue handicapée après que cette caisse lui ait refusé un examen préalable au MRI.
C'est une information donc que l'on trouve en première page du Israël Hayom. Et puis nous terminerons cette revue de la presse israélienne, en particulier après la chronique d'Eliana consacrée à Hana Senesh. Nous parlerons également d'un article émouvant du supplément du Yediot Aharonot de ce matin qui se rapporte à la Shoah et qui se rapporte plus particulièrement à un pendentif qui a été découvert l'an dernier par des chercheurs archéologues dans le sous-sol du camp d'extermination de Sobibor. Sur ce pendentif en hébreu, on pouvait lire en hébreu Mazal Tov, la date du 3 juillet 1929 et Francfort sur le Main. À l'époque, les experts avaient souligné la ressemblance impressionnante entre ce pendentif et celui d'Anne Frank. Au bout de plusieurs mois de recherche, au début de 2017, les experts du mémorial du Yad Vashem avaient déterminé que ce pendentif avait appartenu à une jeune fille, Carolina Cohen, qui est la seule fille juive née à Francfort le 3 juillet 1929. Et depuis, une enquête avait été lancée pour tenter de retrouver des éléments sur la vie de Carolina Cohen, qui s'est donc terminée dans le camp de Sobibor. Pour l'instant, les chercheurs n'ont pas trouvé de lien direct entre Carolina Cohen et Anne Frank. C'est un article que l'on trouve donc dans le supplément du Yediot Aharonot de ce matin. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec David Hatchwell, le président de la communauté juive espagnole, pour parler de la visite du président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, et de ce dîner de gala auquel il a certainement participé hier, parler des relations entre Israël et l'Espagne, et entre l'Espagne et l'ensemble du peuple juif, et en particulier les originaires, les séfarades, les originaires du judaïsme espagnol. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.